Ça, c'est Washington Township dans le Michigan aux États-Unis. Un quartier où il se passe jamais rien. À quelques minutes, un parc assez grand pour que personne ne te retrouve. Et entre les deux, une histoire. Jusqu'au moment où certains détails commencent à déranger, puis s'accumuler, et enfin ne plus coller du tout. Et là, tu comprends que quelque chose cloche, mais pas chez qui tu crois. Le 14 février 2007, jour de la Saint-Valentin, Stephen Grant décroche son téléphone. S'il le fait, c'est pour composer le numéro du bureau du shérif du comté de Macomb. L'homme de 37 ans veut signaler la disparition de sa femme, Tara. Elle a quitté le domicile conjugal 5 jours plus tôt, le soir du 9 février, après une dispute. Stephen explique que suite à cet échange déplaisant, il a entendu passer un coup de fil depuis la maison. Tara a clairement dit à quelqu'un qu'elle allait le retrouver au bout de l'allée. Puis elle a mis son manteau avant de sortir pour monter dans une voiture de couleur foncée, qui l'attendait effectivement à l'endroit convenu. Son mari explique que s'il a attendu avant d'appeler, c'est parce que c'est pas la première fois qu'elle disparaît comme ça après une prise de bec. Stephen pensait que Tara avait simplement besoin d'espace et qu'elle reviendrait quand la tension serait redescendue entre eux. Le souci, c'est qu'elle ne l'a toujours pas fait. Ce qui paraît curieux dans tout ça, c'est que quand on la connaît un minimum, on se rend compte rapidement qu'un tel comportement lui ressemble pas du tout. Tara Lynn Grant, née d'Estrump, a 34 ans. Elle est native du Delta County, dans le nord du Michigan. Une petite région rurale où elle a grandi entourée de ses parents, Mary et Gerald, ainsi que sa sœur Alicia, dont elle est très proche. Enfant, elle fait du sport, joue de la clarinette dans l'orchestre de l'école et élève des animaux pour la foire agricole de l'État. L'un de ses porcs obtient même la mention grand champion. Une distinction qui compte pour une famille de fermiers du nord du Michigan. Donc quand ma mère disait que je mangeais comme un porc, j'aurais pu viser grand champion. Bon, Tara a toujours su ce qu'elle voulait. Elle a un caractère bien trempé et une tendance au perfectionnisme qui lui colle à la peau depuis son plus jeune âge. Sa maîtresse d'école lui donnait même parfois un chewing-gum pour qu'elle accepte de se taire en classe. Après le lycée, elle entre à la Michigan State University, où elle suit un cours d'administration des affaires et marketing. C'est par un ami commun qu'elle rencontre Stephen. Il est plus âgé qu'elle et a une façon de se présenter qui l'impressionne. Il l'emmène visiter les grandes demeures de Grosse Point lors de leur premier rendez-vous. Puis ils déjeunent dans le quartier grec avant de passer l'après-midi au Detroit Institute of Arts. Tara aime l'art et Stephen n'hésite pas à s'en servir pour la séduire. Et vous savez quoi ? Comme il lui a pas envoyé son aubergine toute fripée au premier message et qu'il a proposé une petite sortie sympa sur un sujet qui l'intéresse, et bah ça marche. Même plutôt bien, parce qu'au moment où elle obtient son diplôme en décembre 1994, il lui fait sa demande en mariage sur les marches du musée. Et elle dit oui. Tara commence à travailler pour Washington Group International dès la fin de ses études. Une grosse boîte d'ingénierie et de gestion de projet dont le siège est à Bloise, dans l'Idaho, avec un bureau à Troy, dans la banlieue de Détroit. En 12 ans, elle est promue plusieurs fois. Elle intègre le programme interne LEAP, réservé aux profils à fort potentiel, et décroche finalement un poste de directrice des opérations. Depuis plusieurs mois, elle gère un important contrat à Porto Rico, dans la ville de San Juan. Le rythme de vie de Tara est intense. La semaine, elle est là-bas, et le week-end, elle est chez elle. Elle rentre le vendredi soir et repart le lundi matin, ou parfois le dimanche quand les dossiers l'exigent. À ce rythme-là, sa vraie adresse, c'est le terminal. Point positif, elle a une rémunération à hauteur de son investissement professionnel. Tara gagne plus de 100 000 $ par an, ce qui représente environ le double du salaire américain médian de l'époque. Stephen, n'ayant pas terminé ses études à la Michigan State University, c'est clairement elle qui fait vivre le foyer. Il a brièvement travaillé dans la vente, puis s'est retrouvé à aider son père à l'atelier de mécanique de précision familiale situé à Mount Clemens. Au début des années 2000, les deux enfants du couple viennent au monde, et la carrière de Tara décolle. Son mari devient donc progressivement père au foyer. En 2007, c'est essentiellement Stephen qui s'occupe de Lindsay, 7 ans, et de Yann, 4 ans, quand Tara est absente. C'est-à-dire la majeure partie du temps. Il entraîne aussi les gamins du quartier au foot le week-end. Dans le voisinage, il est perçu comme quelqu'un de disponible et impliqué, qui a bon contact. À en croire l'un de ses amis d'enfance, Stephen est le genre de gars capable de braquer un magasin en oubliant de retirer son badge. Quand son entourage a su qu'il avait rencontré Tara, ils en ont tous pensé qu'il avait eu beaucoup de chance. Ou comment suggérer que c'est un bon loser sans vraiment le dire. Les Grant habitent une grande maison dans un quartier résidentiel aisé de Washington Township. Une demeure achetée en 2004, qui se trouve à 2 pas du Stony Creek Metro Park. Un parc naturel comptant plusieurs centaines d'hectares, où Stephen va régulièrement faire du VTT et courir. Bon, t'as compris, la famille est à l'aise financièrement. C'est pourquoi ils ont décidé d'engager une jeune fille au pair via l'agence Au Pair America. Ah, on commence à glisser là. Verena Dirkas a 19 ans.
Elle est allemande et elle a rejoint les Grant en août 2006. C'est elle qui s'occupe de Lindsay et Ian quand leur père souhaite se dégager un peu de temps libre. De l'extérieur, on a l'image d'un foyer moderne de la classe moyenne supérieure qui a réussi à trouver son équilibre. La femme du couple a une brillante carrière, son mari gère la maison, ils vivent dans un beau quartier et ont même une jeune fille au père sympathique pour leurs 2 enfants. Ça, c'est la version de Stephen. C'est d'ailleurs ce qu'il raconte aux enquêteurs le 14 février. Ce même jour, Verena, la jeune fille au père, passe elle aussi un entretien, accompagnée de sa conseillère de l'agence au père America. Elle répond calmement et raconte que le soir du 9 février, elle était sortie dîner avec d'autres jeunes filles au père. Quand elle est rentrée, Stephen s'est précipité vers la porte en criant, visiblement hors de lui, avant de se reprendre, presque dans l'instant, en disant qu'il avait cru que c'était Tara. Un récit qui colle avec la version donnée par le père de famille, étant donné qu'il affirme s'être disputé avec son épouse. Le lendemain matin, il a annoncé à Verena que sa femme était partie. Devant les policiers, elle soutient qu'elle a cru Stephen, et qu'elle le croit encore. Pour l'instant, rien ne permet aux enquêteurs de douter réellement de ce qu'il leur a raconté. Seulement, s'il dit vrai, où est Tara actuellement ? Cette question reste sans réponse. Ce que les autorités ont pour l'instant, c'est une femme portée disparue, un mari qui coopère et une tierce personne qui va dans son sens. Mais alors que Tara demeure introuvable, le comportement de Stephen va rapidement changer. Sauf que ce changement va conduire à une histoire absolument horrible, que les policiers n'avaient pas vu venir. Dès le jour suivant le signalement, les médias s'emparent de l'affaire et elle devient publique. À partir de là, Stephen commence à se montrer obsédé par l'image qu'il renvoie. Il multiplie les apparitions télévisées, les déclarations devant les caméras, mais aussi les appels aux journalistes. Il passe jusqu'à 20 coups de fil par jour à un journaliste de la chaîne WDIV Local 4 affiliée à la NBC, avec qui il entretient un contact quasi quotidien. Il tient à gérer la façon dont les choses vont être abordées dans les médias, que ce soit les angles narratifs choisis, les tournures de phrases employées ou même le ton adopté. Stephen va jusqu'à demander au journaliste son avis sur la façon dont il s'est comporté à l'écran, si ce serait bizarre qu'il aille chez le coiffeur, et s'il peut aller faire des courses. Il n'hésite pas à s'afficher en larmes devant les caméras, et s'adresse directement à sa femme. Il dit que si Tara est là, quelque part, et qu'elle voit ça, elle doit lui faire savoir qu'elle est en vie. Mais il n'y a pas que ça. Dans ses interviews, une autre chose revient sans arrêt, comme si Stephen ne pouvait pas s'empêcher d'en parler. Le Stony Creek Metro Park. C'est un parc régional d'environ 18 km² qui propose de nombreuses activités en plein air, des espaces de pique-nique, et il est entouré d'une magnifique forêt. Stephen en fait des tonnes et des caisses, en précisant que c'est en partie pour la proximité de leur maison avec ce lieu que la famille l'a acheté, et qu'il aime particulièrement cet endroit. Bien sûr, le shérif du comté et ses équipes ne manquent pas de remarquer la fréquence de ces mentions, sans parler de l'omniprésence de l'homme dans le paysage médiatique. Des détails qui forcent le soupçon, notamment quand on sait que Stephen a brossé un portrait mensonger de sa vie de couple au départ. En vérité, il n'est pas entièrement satisfait de son existence, parce qu'il rêvait d'autre chose. Dans sa jeunesse, il a travaillé comme stagiaire et aide législatif au bureau du sénateur d'État, Jack Faxon. Or, il semblerait qu'il n'ait pas vraiment réussi à faire une croix sur ses ambitions politiques. Un fantasme de grande carrière qui s'est progressivement effacé devant la réalité de ses journées passées avec les enfants, pendant que Tara prenait l'avion pour Porto Rico. Stephen présente lui-même son rôle comme un sacrifice consenti. Il considère qu'il a renoncé à ses propres rêves pour que Tara puisse s'épanouir professionnellement. D'ailleurs, il ne manque jamais une occasion de le rappeler ou de dire qu'il est une meilleure mère qu'elle, entre guillemets. Ça, c'est ce qui se passait réellement au sein du couple. De toute évidence, Stephen a oublié de parler de ses difficultés et il va rapidement montrer qu'il n'a pas non plus l'intention de coopérer pleinement. Le 15 février, au lendemain du signalement, il est arrêté pour conduite avec permis suspendu. Une infraction sans rapport avec l'enquête. Contre toute attente, il saisit cette opportunité pour accuser les autorités de s'en servir comme prétexte pour l'intimider. Il se pose en victime de harcèlement policier. Et son avocat monte au créneau pour parler de traitements inacceptables envers un mari qui souffre. Les médias locaux rapportent ce potentiel harcèlement pendant quelques jours. Résultat, une partie du public se demande bel et bien si la police n'est pas trop dure avec Stephen. Suite à ça, pour les enquêteurs, il est clair qu'il a une capacité évidente à retourner n'importe quelle situation à son avantage.
Il parvient à se glisser dans la peau d'une victime avec une fluidité déconcertante. On comprend mieux pourquoi il voulait se lancer en politique. Une attitude étrange qui pousse les autorités à creuser dans sa direction, à commencer par les dessous de son passé conjugal avec Tara. En faisant ça, ils apprennent que le mariage des Grant s'est considérablement détérioré dans les années précédentes. Stephen a découvert l'existence de vieux emails que Tara avait échangés avec l'un de ses ex-copains et a menacé de le faire tabasser. Elle avait même confié à l'homme qu'il y avait des problèmes de confiance dans son mariage, notamment liés à l'argent. Et puis, il y a Dina Hardy. Dina est une ex-petite copine de Stephen, une amie d'enfance avec qui il est sorti début 90. Depuis des années, il l'appelle discrètement une fois par an pour lui demander si elle est toujours mariée. 17 ans de râteau, le mec est agriculteur à ce stade. En janvier 2007, 2 semaines avant que Tara ne se volatilise, il lui a envoyé une série de messages. Il disait qu'il voyait les vœux de mariage comme des limitations de vitesse qu'il faut parfois dépasser, qu'il s'ennuyait dans son couple et lui demandait de venir s'occuper de lui, entre guillemets. Je te fais pas un dessin. Une connaissance de Dina transmet ces messages à un journaliste du Detroit News, qui les publie le 22 février. Recontactée, elle nie toute relation physique avec Stephen, mais les preuves qu'ils sont restés en contact sont là, datées et publiques. La sœur de Tara, qui avait d'abord soutenu son beau-frère, apprend ça en même temps que tout le monde. À ce moment, quelque chose change dans sa perception de Stephen. Nous, on a déjà rendu le verdict. Toujours le 22 février, Stephen apporte spontanément 2 ordinateurs du foyer au bureau du shérif, dans le but que les enquêteurs puissent les inspecter. Voilà un nouveau geste ostensiblement coopératif, celui de quelqu'un qui n'a rien à cacher. Pendant ce temps, Verena écrit à Stephen et l'appelle depuis l'Allemagne. Et si je dis depuis l'Allemagne, c'est parce qu'elle est à Düsseldorf. Elle y est retournée le 21 février contre sa volonté, sur décision de l'agence Opera America. L'entreprise a jugé que l'exposition médiatique autour de la famille Grant était devenue trop importante et lui a demandé de rentrer chez elle. Malgré la distance et le décalage horaire, ça n'empêche pas les enquêteurs de la cuisiner. Ils lui téléphonent depuis les États-Unis et lui posent des questions de plus en plus directes sur la nature de sa relation avec Stephen. C'est là que le tableau change vraiment. Verena commence par admettre, par fragments, ce qu'elle avait eu lors de son premier entretien. Et oui, il se trouve que sa relation avec Stephen n'avait plus grand-chose à voir de celle qu'une jeune fille au pair est supposée avoir avec son employeur. Les dérapages ont commencé en janvier 2007, 5 mois après son arrivée. Au départ, c'était que des petits mots glissés, puis des compliments qui ont progressivement franchi la ligne rouge. Stephen était le seul adulte présent dans la maison la majeure partie du temps. Quant à Verena, elle était loin de chez elle, sans aucun repère. Le 1er février 2007, le père de famille lui a finalement dit qu'elle était belle et qu'il voulait coucher avec elle. Ensuite, ils ont commencé à dormir ensemble, à s'embrasser et à se tenir compagnie. D'abord uniquement dans la chambre de Verena. Puis le 8 février, Stephen l'a convaincu de venir dans le lit conjugal, celui qu'il partageait avec Tara. Quand Lindsay a ouvert la porte de la chambre dans la nuit, Verena s'est glissée sous les draps pour ne pas être vue. Quelques heures plus tard, Tara rentrait de Porto Rico. Le lendemain, elle aurait quitté la maison sur un coup de sang. Mais pour aller où? Et par quels moyens? Parce que si quelqu'un est réellement venu la chercher ce soir-là, elle n'a plus utilisé son téléphone ni sa carte bancaire depuis son départ. Aucun vol n'a été enregistré à son nom en partance des États-Unis. Et de toute façon, il est très peu probable qu'elle ait quitté le pays, vu qu'elle n'a pas emporté son passeport. Tara n'a pas non plus prévenu son employeur. Elle avait une réunion à Porto Rico le 11 février, mais ne s'y est jamais présentée. Or, dans son entreprise, elle est réputée pour ne rater aucun rendez-vous professionnel. En 12 ans de carrière, chacune de ses rares absences a été dûment justifiée. En réalité, depuis le 9 février au soir, plus personne n'a eu de nouvelles d'elle. Et ses proches en sont convaincus. Elle n'aurait jamais disparu comme ça, pas sans prévenir ses 2 enfants. Parce que même si elle partait très souvent en déplacement, elle leur laissait des petits mots à chaque fois qu'elle s'en allait, juste pour qu'ils sachent qu'elle pensait à eux. Tu l'as compris, et les enquêteurs aussi, quand on gratte un peu le vernis, la version de Stephen ne tient plus vraiment la route. Et s'il a menti, c'est probablement parce qu'il en sait beaucoup plus qu'il ne veut bien l'admettre. C'est pour cette raison que 150 agents fouillent le Stony Metro Park 6 heures durant, le 24 février, avec des chiens, des quads et un hélicoptère. Stephen en a tellement parlé dans ses interviews que le shérif a décidé d'aller y jeter un œil. Sauf qu'il n'y trouve rien. Stephen observe les recherches depuis sa fenêtre et suit toujours les conférences de presse avec une attention d'horloger. Ce qu'il ignore, c'est que les pièces tombent une par une dans une accumulation de détails qui ne collent pas. Il ne le voit pas.
Mais son avenir est en train de prendre la direction d'une toute petite pièce, avec des barreaux aux fenêtres. Le matin du 2 mars 2007, Stephen donne une interview au Detroit News. Il affirme qu'il comprend pourquoi les gens le soupçonnent, et que s'il était à leur place, il se considérerait lui-même comme le suspect numéro 1 dans l'enquête. Il dit que dans l'affaire Laci Peterson, qui a éclaté en 2002, il était lui aussi convaincu que son mari avait fait le coup, avant de changer d'avis. Il aurait sûrement mieux fait de se taire. Parce que le soir même, à 17h, les agents de la brigade criminelle du comté de Macomb arrivent devant sa maison avec un mandat de perquisition. Un mandat qui n'est pas tombé du ciel. Il s'avère que les jours précédents, une femme qui promenait son chien dans les bois, non loin de chez les Grant, a retrouvé un sac plastique au bord du chemin. À l'intérieur, des gants en latex, des morceaux de plastique, des copeaux métalliques, du sang humain et des poils de chien. Les poils ont été envoyés au labo et ils correspondent à ceux du chien de la famille. Les copeaux métalliques, eux, sont similaires à ceux qu'on trouve dans un atelier de mécanique de précision. Or, souviens-toi, Stephen travaille justement dans celui de son père à l'occasion. Ces deux éléments se sont révélés assez convaincants pour qu'un juge accepte de délivrer un mandat de perquisition. Quand les agents débarquent chez les Grant dans la soirée du 2 mars, Stephen est présent. Il les laisse entrer, puis sort pour appeler le journaliste de la chaîne Local 4 depuis l'extérieur de la maison. Il lui demande de venir l'interviewer dans le garage, afin de lui montrer la fenêtre depuis laquelle il a regardé Tara monter dans la voiture qu'il a emmenée le 9 février. Le journaliste se met immédiatement en route. Mais quand il arrive, les autorités ont déjà complètement pris le contrôle des lieux. Et Stephen, il est introuvable. Et oui, quand il a vu que la maison allait être fouillée scrupuleusement, il a demandé s'il pouvait sortir promener le chien. Les agents ont accepté parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Il n'était pas en état d'arrestation, alors légalement, personne ne pouvait l'empêcher de quitter la propriété. Je sais pas, suivez-le, non ? Bon, Stephen est donc parti avec son chien. À l'intérieur, les techniciens retournent chaque pièce. C'est là qu'un enquêteur remarque un conteneur en plastique vert, posé dans un coin. Il est certain de ne pas l'avoir vu lorsqu'il est venu le 14 février. C'est pourquoi il décide de l'ouvrir. À l'intérieur, des sacs poubelles noirs. Et dans ces sacs, le tronc de Tara, encore habillé. Un mandat d'arrêt pour meurtre était mis dans l'heure. Le problème, c'est que Stephen, lui, a déjà mis les voiles. Il a largué le chien de la famille quelque part et emprunté la voiture d'un ami, un Dodge Dakota, pour prendre la route vers le nord du Michigan. Cet ami n'est pas impliqué dans sa cavale parce qu'il ne savait pas ce que préparait Stephen. Dans la foulée, l'avocat qui représentait le suspect depuis le début annonce qu'ils rompt leur collaboration pour différends irréconciliables. La mise en scène que l'homme a soigneusement entretenue pendant 3 semaines s'est effondrée en quelques heures. Conscient que l'étau se resserre, Stephen fait un détour chez sa sœur Kelly, à Sterling Heights, pour récupérer de l'alcool et des médicaments. Visiblement, à ce moment, il a l'intention d'intenter à sa vie. Ensuite, il reprend la route, mais sur le chemin, il prend le temps d'appeler Verena. Il est minuit passé en Allemagne, et par chance, elle décroche. Au téléphone, Stephen lui explique que ça s'est passé en un instant. Ce qu'il veut dire par là, c'est le meurtre de Tara. Il dit que c'était un accident, et qu'il va aller en prison pour le reste de sa vie. Puis il dit au revoir et raccroche. Sous le choc, la jeune femme contacte immédiatement les autorités. Elle leur donne les mots exacts que Stephen a prononcés et le code régional qui s'est affiché sur son écran quand il a téléphoné, le 989. De son côté, l'enquêteur qui reçoit son appel a le réflexe de démarrer son enregistreur avant même qu'elle ne commence à parler. Ainsi, il enregistre sa version des faits en temps réel, au moment même où elle la lui rapporte. Verena est complètement abasourdie. L'homme qu'elle croyait aimer, celui qui l'avait convaincu de dormir dans le lit conjugal le 8 février, a tué sa femme le jour suivant. Mais grâce à son appel, les autorités savent maintenant où il est. Le code 989 est rattaché au nord du Michigan, un secteur immense qui englobe des dizaines de villes et de parcs. Cette même nuit, Stephen commet une deuxième erreur. Il appelle aussi sa sœur Kelly, et cette fois, il donne quelque chose de beaucoup plus précis. Le nom des cabines Wagashans, situées dans le Wilderness State Park. Un enquêteur cherche alors sur Google. Le parc est à la pointe de la péninsule inférieure du Michigan, à 2 pas du pont Mackinac et à 360 km de Washington Township. Une fois ces informations découvertes, la chasse à l'homme commence. Le Dodge Dakota est retrouvé abandonné le soir du 3 mars, près de Carp Lake, à l'entrée du parc, et des empreintes de pas s'enfoncent dans la neige vers les bois. Pendant ce temps, le lendemain de la découverte du tronc de Tara, 100 agents retournent fouiller le Stony Creek Metro Park. Et cette fois, ils ne rentrent pas bredouille. Ils retrouvent 11 morceaux de restes humains, éparpillés à différents endroits sous des branches tombées.
ou encore au fond de creux dans la neige. Malheureusement, les animaux sauvages ont pu en boulotter 3 autres avant l'arrivée des équipes. À présent, la question n'est plus de savoir si c'est Stephen qui a tué Tara. La réponse est évidente. La vraie question, c'est où est-il ? Il faut absolument le retrouver parce que, pour l'instant, le seul à pouvoir raconter ce qui s'est passé s'est fait la malle. La traque commence au cours de la nuit du 3 mars, dans le bois enneigé du Wilderness State Park. Des agents locaux, de l'État et des fédéraux convergent vers le parc près duquel les 2 appels passés par Stephen ont été tracés. Ils frappent à toutes les portes des rares cabines du parc pour avertir leurs occupants qu'il y a un fugitif, possiblement armé, et surtout potentiellement dangereux. Des membres des forces de l'ordre au volant de motoneige ratissent les lisières pendant que les équipes au sol s'enfoncent dans les bois. Ce qu'ils trouvent, c'est une piste dans la neige fraîche. Des empreintes de pas qui partent dans une direction, où il n'y a pas âme qui vive. Cette nuit-là, la pleine lune éclaire le parc. Une équipe de gardes-côtes américains suit les traces depuis les airs, en guidant les hommes restés à terre. Depuis l'hélicoptère, les agents décèlent quelque chose d'étrange dans les empreintes. Des endroits où Stephen s'est allongé, qui forment des creux dans la neige à intervalles réguliers. Il semble avoir marché, puis s'être effondré, avant de repartir péniblement à chaque fois. Stephen n'a plus la force de continuer. Mais il le fait quand même, conscient que s'il s'arrête, il se fera forcément capturer. Sauf qu'un fort désir d'échapper aux conséquences de ses actes ne suffit pas toujours pour semer les policiers. Le 4 mars, à 6h30, les équipes au sol convergent vers un point que l'hélicoptère a identifié. C'est à environ 5 km de l'endroit où le meurtrier a laissé son véhicule. Stephen est là, recroquevillé dans la neige sous un arbre renversé. Il ne porte qu'une chemise, un pantalon et des chaussettes par moins 10 degrés. En sa possession, il a également de l'alcool, un pistolet en plastique, ainsi que des lames de rasoir. Finalement, il n'a pas pu se résoudre à mettre fin à ses jours, et n'oppose aucune résistance quand les agents s'approchent de lui. Il ne dit pas un mot et ne bouge pas. À en croire le shérif du comté d'Emmett, il n'aurait probablement pas survécu 1 heure de plus dans ces conditions. Après sa capture, l'hélicoptère des gardes-côtes le transporte jusqu'à l'hôpital de Petoskey. À son arrivée, il est conscient. Selon le médecin qui l'examine, il est éveillé, alerte, calme et coopératif. Tout va bien. Il est toujours aussi con. Son escapade dans la neige n'ayant pas été sans conséquences, Stephen passe 2 jours sous perfusion, les pieds emballés, à se réchauffer lentement. Mais ça n'empêche pas les enquêteurs de s'installer à son chevet, avec un dictaphone. Et par chance, il accepte de parler. Il décide même de tout dire. Est-ce parce que le corps de Tara a été retrouvé et qu'il n'y a plus rien à cacher ? Ou parce que son avocat vient de rompre leur collaboration publiquement, laissant Stephen sans aucune ligne de défense crédible ? Ça, on saura pas. Quoi qu'il en soit, son passage aux aveux dure 3 heures. Quand Stephen décrit les événements, sa voix est posée, presque clinique par moments. Elle contraste clairement avec la violence des actes qu'il a commis. Il raconte que le soir du vendredi 9 février, Tara vient de rentrer de Porto Rico, quand elle lui annonce qu'elle doit repartir dès dimanche. Mari et femme commencent alors à se disputer dans leur chambre, au sujet des fréquents déplacements de celle-ci. Stephen est nu, il se prépare à aller se coucher, quand Tara se retourne pour quitter la pièce, mais il lui saisit le poignet pour l'en empêcher, et en réponse, elle le gifle. Stephen y gagne une égratignure sur le nez. En somme, rien de grave. Seulement, en retour, il frappe son épouse si fort qu'elle tombe à la renverse et se cogne la tête. Toujours par terre, Tara hurle sur Stephen. Elle lui dit que c'est terminé, qu'elle va appeler la police, qu'il ira en prison et perdra ses enfants, puis termine en le traitant de petite merde. Hors de lui, Stephen place ses mains autour du cou de Tara, puis attrape ce qui traîne sur le sol, un t-shirt gris et un sous-vêtement, pour couvrir son visage. Il ne veut pas la voir pendant qu'il l'étrangle. À un moment, elle réussit à attraper la main de son mari, mais c'est déjà trop tard. Elle ne parvient pas à lui faire lâcher prise. Sa force est comme décuplée. Stephen étrangle Tara durant 4 longues minutes, jusqu'à ce qu'elle cesse complètement de se débattre et que le silence retombe lourdement sur la pièce. Ce qu'il fait ensuite, c'est ce qui en dit peut-être le plus sur la personne qu'il est. L'homme enroule sa ceinture de cuir autour du cou de sa femme pour la traîner dans l'escalier jusqu'au garage. Mais elle craque en bas des marches. Le corps de Tara chute alors sur le sol en béton, tête en premier, en faisant un bruit que Stephen compare à un melon qu'on balance sur du ciment. Il précise que c'est à cet instant qu'il a su qu'elle était morte. Après ça, il hisse la dépouille à l'arrière du SUV, la recouvre d'une bâche en plastique et remonte dans la maison,
où il se couche tranquillement. Pendant que tout ça se produit, Verena est dans sa chambre et les enfants sont dans les leurs. Quelques heures après avoir étranglé leur mère, Stephen dort déjà à poing fermé, alors que son corps est dans le SUV, garé dans le garage juste en dessous. 2 jours après le meurtre, il prend la route jusqu'à l'atelier de son père, à Mount Clemens. Il étale des bâches sur le sol en béton, sort le whisky pour se donner du courage et commence à démembrer la dépouille de Tara. À un moment, il s'arrête pour vomir. Sauf que ça ne l'arrête pas, et il reprend sa tâche macabre. Les lames de scie que Stephen utilise se cassent pendant le démembrement. Mais là encore, il ne laisse pas tomber. Il décide simplement de les enrouler dans un chiffon, afin de ne pas se couper les mains. Pour arriver jusqu'au bout de sa basse besogne, il se répète la même phrase en boucle. « Si tu fais pas ça, tu passes le reste de ta vie en prison. » Le jour suivant, il emballe les 14 morceaux dans des sacs plastiques, les pose sur le traîneau rouge de ses enfants et le traîne dans la neige jusqu'au bois du Stony Creek Metropark. Là, il enterre tout à différents endroits, puis rentre chez lui. Stephen reconnaît aussi, sans qu'on ait besoin de le pousser, que tout était très mal caché. Il avait laissé les restes de Tara à découvert. N'importe qui aurait pu tomber dessus. Quand il apprend que la police s'apprête à fouiller dans le parc, il y retourne pour récupérer le tronc et le ramène à la maison pour le cacher dans un conteneur en plastique vert. Les autres morceaux, eux, restent dans les bois. Et lors de leur première recherche, les forces de l'ordre ne les voient pas. Histoire d'en rajouter une couche, quelques minutes après avoir tué Tara, Stephen envoie un message à Verena pour lui dire qu'elle lui doit un baiser. Au cours de la nuit suivante, il essaie également de se construire un alibi, en appelant le téléphone de sa femme à 7 reprises. Il lui laisse des messages colériques, optant pour la voix du mari abandonné, qui ne comprend pas pourquoi celle qu'il aime ne le rappelle pas. Le 5 mars, Stephen sort de l'hôpital en fauteuil roulant, menotté, et vêtu d'une combinaison de prisonnier noire et blanche. Des rayures d'un ancien temps choisies personnellement par le shérif pour une humiliation maximale. L'homme est chargé dans un convoi de véhicules du comté de Macomb, sous l'œil des caméras. Mais ces mêmes journalistes qu'il appelait 20 fois par jour depuis 3 semaines pour gérer son image ne sont plus là pour l'aider. Cette fois, ils sont venus le voir tomber. Le procès de Stephen s'ouvre en décembre 2007, 9 mois après son arrestation. Et il n'y a pas vraiment de suspense, c'est surtout un aboutissement. L'accusé a déjà fait des aveux complets. Malgré tout, il décide de plaider coupable uniquement de mutilation de cadavres. C'est la seule concession qu'il fait. Mais elle est stratégique. En reconnaissant le démembrement d'entrée de jeu, la défense espère concentrer le débat sur une seule question. Est-ce que le meurtre était prémédité ou pas? Parce que c'est là que tout se joue. L'accusation veut une condamnation pour meurtre au 1er degré, donc avec préméditation. Elle considère justement qu'une préméditation est établie. Donc pour elle, c'est prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Par contre, la défense plaide l'homicide involontaire. Une dispute qui a dégénéré, en théorie, c'est 15 ans d'emprisonnement maximum. Le premier grand moment du procès se produit quand Verena monte à la barre. Elle est revenue aux États-Unis spécialement pour ça. En entrant dans la salle d'audience, elle pleure presque immédiatement. Verena raconte les semaines de drague, la façon dont Stephen lui disait qu'il l'aimait, qu'elle était la femme de sa vie et qu'il voulait partir avec elle. Elle révèle qu'elle a simplement voulu le protéger parce qu'elle croyait chaque mot qu'il disait. Puis elle s'essuie les yeux, baisse la tête et jette un regard ennuyé vers Stephen, assis à la table de la défense. L'homme ne bouge pas, il l'écoute sans la moindre expression, comme si ce qu'elle raconte ne le concernait pas. Quelques jours plus tard, l'accusation joue sa carte maîtresse, à savoir 3 heures d'enregistrement, durant lesquelles Stephen décrit le meurtre, le démembrement et la façon dont il a disposé des restes de Tara. Pour la défense, c'est une preuve à charge catastrophique. L'avocat de Stephen l'admet lui-même. Ses aveux ont rendu son travail presque impossible. Les délibérations durent 16 heures, au terme desquelles le jury déclare l'accusé coupable de meurtre au 2e degré. Le jury a suivi la thèse de la défense et pense que le meurtre de Tara est le résultat d'une dispute qui a dérapé plutôt qu'un acte calculé. La sentence tombe le 21 février 2008. La juge qualifie les actions de Stephen de démoniaques, manipulatrices, barbares et malhonnêtes. Puis, à la surprise générale, elle le condamne à purger de 50 à 80 ans de prison pour le meurtre, assorti de 6 à 10 ans supplémentaires pour mutilation de cadavres. Dans les mois qui suivent la condamnation, d'autres chapitres se ferment.
D'abord, les droits parentaux de Stephen sont contestés, avant d'être supprimés. La bataille est longue, parce que le concerné et ses propres parents s'y opposent. Mais Alicia et son mari Eric finissent par avoir gain de cause. Ils adoptent Lindsay et Ian et les élèvent dans l'Ohio. Le 13 juin 2008, le père de Stephen, William Grant, appelle lui-même le 911 depuis son garage à Emmett Township pour annoncer qu'il va sauter la vie. Et il tient parole. Son corps est retrouvé chez lui, après qu'il se soit tiré une balle dans la tête. À ce moment, il est encore en vie, puis transporté à l'hôpital, avant que son cœur ne finisse par lâcher définitivement. Un voisin affirme que quelque chose s'est cassé chez lui, le jour où la vérité a éclaté au sujet du meurtre de Tara. William n'a visiblement jamais réussi à s'en remettre. Son fils, lui, voit ses recours être rejetés les uns après les autres. En 2010, par la Cour suprême du Michigan, en 2015, par un tribunal fédéral, et en 2016 par une cour d'appel fédérale. À chaque fois, il obtient la même réponse. La façon dont ses aveux ont été recueillis était légale. Le procès a été équitable, la peine qu'il doit purger est donc justifiée. Sa date de libération la plus précoce est fixée au 3 mars 2057. Il aura alors 88 ans. La famille a pris une décision délicate concernant les aveux de Stephen. Ses enfants, Lindsay et Ian, pourront en prendre connaissance quand ils seront adultes. Pas avant. Lindsay a grandi en disant qu'elle n'avait pas besoin de son père pour trouver la paix. Quant à Ian, il n'a aucun contact avec Stephen et il ne cherche pas à en avoir. Chaque année, frères et sœurs reviennent dans le comté de Macomb pour la Tara's Walk, une marche annuelle organisée par une association d'aide aux victimes de violences domestiques. Aujourd'hui, les enfants ont grandi. Ils ont une tante qui les aime, des aveux qui les attendent dans un dossier et un père qu'ils n'iront probablement jamais voir en prison. Certaines histoires n'ont pas de bonne fin, elles ont juste une fin. En parlant de ça, tu devrais regarder l'affaire Carrie Baker que je t'ai racontée ici, parce qu'il y avait un sacré cas dans cette histoire aussi. On est arrivé à la fin de cette affaire criminelle, un grand merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, je te dis à très vite. Bye.